Le stress post-traumatique, c'est une maladie psychique qui est la conséquence, et je crois que le terme est important, d'une blessure psychique. Alors comment est provoquée cette blessure psychique? C'est la rencontre d'un individu avec un événement qui va menacer brutalement son intégrité physique et ou psychique. Cet événement va venir faire effraction dans le psychisme de l'individu, va faire ce qu'on appelle une blessure, et à l'issue de cette blessure, on peut rencontrer cette maladie qui s'appelle le syndrome psychotraumatique ou syndrome de stress post-traumatique. Voilà, il y a plusieurs noms qui désignent cette même maladie. C'est la rencontre d'un individu avec un événement. Cet événement, c'est quoi? On peut le dire en tout cas dans le milieu militaire, c'est la rencontre en particulier avec la mort. La surprise de cette rencontre avec la mort. La mort qui peut survenir quand soi-même on est menacé directement, on a une menace vitale, on va mourir. Là, il y a un risque, cet événement peut pénétrer dans le psychisme de l'individu. Ça peut être aussi la mort, par exemple, brutale d'un camarade devant ses yeux, quand il passe de la vie à la mort. Mais ça peut être aussi la vision d'horreur, par exemple, de voir des cadavres, de voir des charniers. Là, c'est aussi un événement qui peut provoquer ce trauma psychique. Vous savez qu'on peut avoir un trauma en tuant un ennemi. C'est possible aussi, parce que l'ennemi est aussi un être humain comme soi. Et c'est effectivement pour un processus d'identification à l'autre qui est comme soi. Alors on dit, par exemple, le camarade, c'est l'alter ego, l'autre comme soi. L'ennemi aussi est aussi un être humain, effectivement, le risque est important. Donc c'est parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous avons effectivement cette capacité d'empathie, on peut le dire comme ça, mais en tout cas d'identification à l'autre, qui est aussi une partie de soi, que le risque psychotraumatique est majeur. Tout ça fait qu'effectivement, le risque est important. Maintenant, c'est vraiment une rencontre d'un individu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux, on va dire les choses comme ça, face à un événement. Cet événement, il peut faire écho à son histoire personnelle. Il y a des gens qui peuvent être plus fragiles que d'autres. Il y a effectivement, dans ce moment-là, des patients peuvent décrire effectivement cet événement-là a touché quelque chose de l'ordre de mon intimité. Et c'est à partir de là qu'ils ont manifesté un état premier, qui est un moment qu'on peut appeler d'effroi. Et ce moment d'effroi peut signer et signe fréquemment la blessure psychique et la possible entrée dans un syndrome psychotraumatique. On ne peut pas se préparer face à la brutalité et à la surprise de cette rencontre immédiate. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez. Vous pouvez faire de la simulation, mais vous n'êtes pas dans le réel. Et la question du réel, de la menace réelle contre sa vie, contre son intégrité vitale, si on peut dire les choses comme ça, on ne peut pas s'y préparer. Vous ne pouvez pas imaginer, vous représenter ce qu'est la mort quelque part. Vous avez une représentation comme ça, on va dire un peu symbolique de ce que c'est que la mort. En revanche, dans le réel, cette rencontre avec le néant, cette menace brutale comme ça, je vais mourir, je suis sur le point de mourir, ça on ne peut pas s'y préparer. Ce qu'il faut, c'est diminuer ces facteurs de fragilisation. D'abord, faut-il connaître cette maladie? Que le militaire la connaisse. Donc c'est la sensibilisation au traumatisme psychique et au syndrome psychotraumatique. C'est-à-dire, ça existe. Ensuite, ce qui me paraît essentiel, c'est effectivement toutes les activités qui peuvent maintenir une cohésion extrêmement importante. La cohésion ne fait pas tout, mais on sait que si un groupe militaire ne connaît pas cette cohésion, n'a pas par exemple également de confiance dans son chef, le risque psychotraumatique est majeur. Donc il va s'étendre, il va concerner plus de personnes, parce que ces personnes seront fragilisées. Il y a effectivement connaître les circonstances, effectivement l'entraînement, l'aguerrissement qui soit au plus près de ce que vont rencontrer les militaires ensuite en mission, c'est extrêmement important. Déjà, ils vont se préparer psychiquement, non pas à l'événement traumatique, mais on va dire au contexte de guerre. Et ça, déjà, il ne sera pas surpris par ce contexte-là. Donc ça peut quand même diminuer ces facteurs de fragilisation. Donc je crois que se préparer contre la rencontre traumatique de manière comme ça, simple, je pense que c'est un leurre. On ne peut pas vraiment s'y préparer totalement. En revanche, pouvoir se préparer contre le contexte, contre ces facteurs de fragilisation, ça je crois que c'est extrêmement important.
Ça peut toucher tous les civils. Vous parlez d'un accident de la route, effectivement, la menace pour son intégrité physique ou psychique peut survenir à l'occasion d'un accident de la route. Il y a aussi des métiers, je veux dire les pompiers, le personnel qui travaille dans les SAMU, effectivement, leur risque psychotraumatique est extrêmement important. Et puis aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a découvert, c'est les attentats. Où là, si on donne l'exemple du Bataclan, effectivement, là, vous comprenez très aisément qu'on était dans un territoire, dans un moment de guerre, en tout cas d'opération de guerre sur le territoire national à Paris. Donc là, effectivement, les civils peuvent aussi, ont un risque aussi d'une rencontre avec ces événements psychotraumatiques. Une forme d'irritabilité. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent, par exemple les militaires, ils vont rentrer dans leur milieu familial. Alors évidemment, c'est toujours un peu difficile de rentrer. Donc effectivement, bon, il peut arriver que dans le premier mois, on puisse avoir ce temps pour s'adapter de nouveau à ses proches, à sa place de mère, de père, de fils. Il faut réapprendre tout ça, parce qu'après cette expérience comme ça, dans un milieu opérationnel extrêmement tendu, on a vécu une expérience collective très intense, effectivement, il faut pouvoir retrouver une autonomie psychique et reprendre sa place. Donc ça peut être parfois un peu difficile. Mais quand on voit que cette irritabilité, on va dire ce qu'on peut appeler aussi une intolérance aux frustrations, qui s'étend de manière très longue, au-delà d'un mois après le retour, est-ce qu'on n'est pas dans le début effectivement de quelque chose qui va se construire qu'une maladie psychotraumatique. Donc vous voyez les gens qui se mettent facilement en colère, irritables, ne supportant plus ses proches, ses enfants. Là, on peut quand même se dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui est en train de s'installer? Entre l'événement qui va provoquer la blessure psychique et l'apparition des symptômes, il peut y avoir plusieurs jours, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et c'est tout à fait juste, il peut y avoir un événement qui va être associé, parfois de manière directe, parfois de manière indirecte, à l'événement psychotraumatique originel. Et c'est à partir de là que vont se développer les symptômes de la maladie psychotraumatique. Un signe majeur, qu'on appelle en médecine pathognomonique, voilà, le terme est un peu lourd, mais qui veut dire, qui caractérise vraiment la maladie, c'est le syndrome de répétition traumatique. Ce syndrome des répétitions traumatiques, c'est le sujet, l'individu, le militaire en l'occurrence, qui va par exemple connaître des cauchemars de répétition où, dans son sommeil, il va revivre cette expérience psychotraumatique, avec toute l'émotion qui l'accompagne. Donc c'est des gens qui vont pouvoir crier, pleurer dans leur lit, effectivement avoir des mouvements extrêmement brusques, chuter de leur lit, parce qu'ils revivent cet événement dans leur sommeil. Il peut y avoir dans ce syndrome de répétition traumatique, il peut y avoir des flashs visuels également. C'est-à-dire que même en plein jour, soudainement, une image va s'imposer au sujet devant ses yeux, et cette image-là va être une image de cet événement psychotraumatique. Il peut y avoir aussi, ça fait partie également du syndrome de répétition traumatique, des pensées intrusives qui s'imposent au sujet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher à penser à l'événement. L'événement s'impose à lui. En plein jour, c'est comme ça ces pensées qui l'assaillent brutalement. Il ne peut pas s'en détacher. Donc là, vous avez tout un cortège, effectivement, du syndrome de répétition traumatique. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ce syndrome de répétition traumatique. Dans 50% des cas, on va rencontrer des sujets qui ont un syndrome dépressif sévère. Syndrome dépressif, une tristesse de l'humeur, une incapacité à éprouver du plaisir, un ralentissement physique, psychique, une incapacité à avoir le goût des choses. Voilà, c'est ça en gros le syndrome dépressif. Et également des troubles du sommeil. Et puis des troubles également, une anorexie, c'est une perte de l'appétit aussi qui peut être aussi importante. Des troubles anxieux, voilà, extrêmement importants, qui peuvent être une anxiété comme ça un peu flottante. On se sent un peu, vous voyez, l'anxiété c'est quoi? C'est une peur sans objet. On ne sait pas de quoi on a peur, mais on a ce sentiment de peur, qui peut être comme ça un peu flottant toute la journée, ou alors des véritables, ce qu'on appelle les attaques de panique, c'est-à-dire des manifestations d'angoisse extrêmement massives qui vont survenir comme ça brutalement. Il y a aussi des éléments, on va dire, comportementaux, c'est-à-dire des personnes qui vont être tout le temps sur le qui-vive. Tout le temps qui se sentiront tout le temps menacés.
comme si quelque chose allait survenir brutalement. Alors il peut avoir effectivement comme ça des comportements de protection vis-à-vis de ce sentiment de menace qui est présent. Il peut y avoir des conduites d'évitement, c'est-à-dire des gens qui vont éviter certains endroits ou certaines situations qui vont être associées à l'événement traumatique originel. Ça, c'est des choses qu'on rencontre aussi extrêmement souvent. Et puis, derrière tout ça, on peut avoir aussi des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies somatiques, c'est-à-dire organiques, si vous voulez, qui ont comme origine cet événement psychotraumatique. Alors je pense par exemple à l'hypertension artérielle, aux maladies thyroïdiennes, aux maladies de peau. Moi j'avais un patient qui a développé un psoriasis, vous voyez ce que c'est, vraiment sur tout le corps après un événement psychotraumatique. Même des problèmes de diabète. Enfin vous voyez, il y a différents symptômes aussi et maladies organiques qui vont comme ça survenir après, au décours de cet événement originel. Ne pas hésiter, si on a des signes, quels qu'ils soient, d'aller voir d'abord son médecin des forces qui a été formé, voilà, qui a connu une formation initiale, une formation continue pour repérer et prendre en charge ces maladies psychotraumatiques, et déjà d'aller le voir, son médecin des forces. Et lui va vous orienter vers un psychiatre et ou un psychologue, en tout cas va vous orienter vers ceux qui ont les outils pour traiter cette maladie. Plus tôt on est traité, ça c'est extrêmement clair, moins l'intensité sera importante de la maladie psychotraumatique. La première chose à mettre en place, c'est ce qu'on appelle un diffusing. Qu'est-ce que c'est un diffusing? C'est de manière extrêmement proche après l'événement, quand on est encore sous cet effet de sidération, qu'on appelle, nous, de dissociation dans ce moment-là, après cet événement extrêmement important, c'est pouvoir reconnecter l'individu à la réalité. Ça se fait par le langage. Ensuite, un petit peu à distance, il y a ce qu'on appelle des débriefings. Des débriefings qui peuvent être collectifs ou individuels, qui sont assez difficiles à faire, notamment collectifs. C'est pouvoir revenir sur l'événement et permettre à l'individu d'exposer tout ce qu'il a ressenti avant, pendant et après l'événement, sur le plan émotionnel et sur le plan, on va dire, de la pensée. Être à l'écoute, c'est-à-dire être prêt à entendre ce qu'il va pouvoir dire. C'est difficile d'être à l'écoute, parce qu'on est pris aussi dans ses relations intimes et personnelles avec l'autre, avec son proche, et parfois c'est un petit peu difficile. Donc je crois qu'il faut essayer effectivement de comprendre que son conjoint, par exemple, a vécu des événements extrêmement difficiles, et qu'il faut qu'effectivement qu'il retrouve d'abord sa place, mais aussi qu'il puisse petit à petit, dans un milieu, on va dire, sécurisant, dans un milieu de bienveillance, la cellule familiale, qu'il puisse comme ça exprimer des choses, et qu'il puisse comment dire les choses, peut-être être un peu protégé et peut-être être soutenu par la cellule familiale dans ce moment-là. Que la famille puisse aussi l'accompagner vers ce soin. Il faut faire attention de laisser l'enfant dans un environnement, malgré tout, qu'on appelle sécure. C'est-à-dire que l'enfant se sent en sécurité. L'enfant, suivant son âge, évidemment, il y a des choses qu'il peut entendre et il y a des choses qu'il ne peut pas entendre. C'est difficile de se mettre à sa place quand on est adulte. Même si on a été enfant, on l'a quand même plutôt oublié. Et que je pense qu'il faut faire attention, effectivement, de ne pas trop, si vous voulez, exposer les choses de manière très brute. Il faut attendre que l'enfant pose des questions. Voilà. S'il voit effectivement que son père ou sa mère se détache, il faut pouvoir en parler avec lui, pouvoir lui dire que voilà, il y a des conséquences qui sont psychologiques là-dessus, et c'est pour ça que papa, maman est peut-être plus irritable, peut-être qu'il est moins proche, peut-être qu'il s'occupe moins, mais que les choses vont s'arranger. « 70% des militaires qui ont une maladie psychotraumatique guérissent. » Il faut quand même avoir aussi cette idée-là dans la tête. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu le sentiment que dès qu'il y a trauma, on va être malade et on va être malade à vie. D'abord, effectivement, tous ceux qui vivent cette situation ne développeront pas une maladie psychotraumatique, on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, certains avaient des prises en charge très précoces
effectivement, on va dire que l'événement va être un peu digéré par le psychisme. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de maladie psychotraumatique.